La Russie, ex-Union soviétique, était connue pour avoir la flotte de chars la plus puissante du monde. Ces chars T-34 ont été inestimables pour vaincre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et sa vaste force de chars durant la guerre froide en a fait l'une des superpuissances militaires les plus redoutables de cette époque. Mais les temps ont changé. Recouverte de rouille, et maintenue par du ruban adhésif, la flotte de chars de la Russie est bien loin de la puissante force qu'elle était autrefois. N'étant plus un symbole de force, elle reflète désormais le désespoir auquel sont confrontées les forces armées du pays, qui ont recours à des mesures de plus en plus drastiques pour dissimuler leurs pertes et maintenir la pression sur l'Ukraine. Voici la vérité sur les chars russes, aujourd'hui. Tout d'abord, il y a les pertes. Lorsque la guerre avec l'Ukraine a éclaté début 2022, les experts estimaient que la Russie avait plus de 16 000 chars, dont environ 3 300 pleinement opérationnels et prêts au combat. La plupart étaient d'anciens modèles soviétiques, stockés des décennies dans des entrepôts au cas où l'armée russe en aurait besoin. À l'époque, les commandants russes pensaient très probablement que leur force était largement suffisante pour écraser toute résistance ukrainienne. Ils disposaient d'un bon mélange de chars modernes puissants comme le T-80, ainsi que d'options plus anciennes, mais encore assez fiables comme les T-80, avec autant de puissance de feu à leur disposition et une force bien plus réduite en phase 2. Les Russes s'attendaient probablement à traverser l'Ukraine, balayant tous les obstacles sur la route rapide vers la victoire. Ils se sont trompés. On sait aujourd'hui que la résistance de l'Ukraine a été bien plus forte que prévu par les Russes. Les forces armées ukrainiennes ont défendu leurs terres avec détermination, et de nombreux civils ont rejoint le combat. Les premiers chars russes ont rapidement été mis hors de combat. À l'aide de mines, de missiles et plus tard de drones, l'Ukraine en a détruit un après l'autre. Et lorsque l'aide occidentale est arrivée sous forme de missiles javelins américains et d'armes anti-chars NLOR britanniques, le nombre de chars russes détruits a encore augmenté. La Russie n'a pas vraiment fait du bon travail pour prendre soin de ses chars non plus. Au cours des premières semaines et des premiers mois de la guerre, de nombreux rapports ont fait état de chars envoyés dans des zones dangereuses, sans renfort, ni unité de soutien appropriée, ce qui a conduit à leur encerclement et à leur destruction rapide. Certains rapports signalaient que des chars étaient embusqués par les forces ukrainiennes, profitant intelligemment de leur avantage sur leur propre terrain, et d'autres chars se retrouvaient coincés dans des environnements urbains denses pour lesquels ils n'avaient jamais été conçus. Des équipages de chars russes ont parfois été envoyés en première ligne sans formation ni expérience suffisante. Cela a mené à des erreurs plus coûteuses, avec des pertes humaines et matérielles. Et ces pertes se sont accumulées petit à petit au fur et à mesure que la guerre avançait. Il est difficile de connaître le nombre exact de chars russes détruits, les estimations variant selon les sources. Les forces armées ukrainiennes, par exemple, affirment avoir détruit leur 10 millième char russe en février de cette année. Pendant ce temps, la source de renseignement en source ouverte Oryx rapporte un peu plus de 4000 pertes de chars russes, toutes ayant été confirmées de manière indépendante. En utilisant des médias en source ouverte comme des images satellites et des vidéos du front, le chiffre réel est probablement entre ces deux extrêmes. Cependant, même si Oryx est totalement exact, 4000 chars restent un nombre stupéfiant pour la Russie à perdre. Ce nombre dépasse les 3300 chars opérationnels avec lesquels le pays a débuté la guerre, et il surpasse l'effectif total de chars de la plupart des pays. Même pour un pays comme la Russie, qui est célèbre pour ses immenses flottes de chars historiques et sa production de chars à grande échelle. De telles pertes sont totalement intenables, et le pays a été contraint d'ajuster ses tactiques en conséquence. C'est pourquoi la Russie s'est tant focalisée sur la guerre des drones ces derniers mois, envoyant un nombre record de drones en Ukraine pour frapper ses infrastructures et tuer ses civils. Les drones coûtent bien moins cher que les chars et sont bien plus faciles à produire en masse. Le Kremlin peut donc en lancer des milliers chaque mois sur Kiev et d'autres cibles sans trop s'inquiéter, même si la plupart sont abattus. Oryx. Les assauts de première ligne de la Russie ont également beaucoup changé récemment, avec beaucoup moins de chars et de véhicules blindés envoyés au combat. À la place, les troupes reçoivent souvent l'ordre d'entrer sur le territoire ukrainien, à pied ou à bord de voitures ou de motos. Les chars restent généralement éloignés du front, dans une sécurité relative. Mais la Russie ne peut pas simplement arrêter d'utiliser les chars. Elle a besoin de ces blindés lourds pour maintenir la pression dans les zones clés et mener les assauts dans les villes et les localités fortifiées. Elle veut prendre le contrôle,
comme Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Cependant, avec autant de chars déjà détruits, il n'y a que deux moyens pour la Russie de maintenir la pression, soit fabriquer plus de chars, soit sortir les anciens des entrepôts. Elle fait de son mieux pour fabriquer plus de chars. Elle produit désormais environ 300 nouveaux T-90M par an, après avoir triplé son rythme de production. Mais ils sont extrêmement chers, chacun valant environ 45 millions de dollars. L'autre char de combat principal moderne de la Russie, le T-14 Armata, est encore plus coûteux, avec de nouveaux exemplaires dont la fabrication coûte entre 5 et 9 millions de dollars. Ils sont tellement chers que certains analystes pensent que la Russie a trop peur de les déployer. Donc, après avoir investi tout ce temps et cet argent pour créer ces chars de pointe avec leur système de contrôle ultra moderne, un armement prétendument de classe mondiale et des défenses ultra solides, la Russie n'a en réalité pas l'intention de les utiliser. Et ce n'est pas seulement une rumeur ou une théorie, c'est quelque chose dont des responsables russes ont parlé ouvertement. Sergei Chemizov, président directeur général du conglomérat de défense publique Rostec et proche allié du président russe Vladimir Poutine, l'a admis. L'Armata est généralement un peu cher. En termes de fonctionnalité, il est bien sûr bien supérieur aux chars existants, mais il est trop précieux, donc il est peu probable que l'armée l'utilise. Il leur est désormais plus simple d'acheter les mêmes T-90. Le président directeur général a également admis que la Russie devait envisager des alternatives moins chères, partout où cela était possible, déclarant « Maintenant, nous avons besoin d'argent pour créer de nouveaux chars, de nouvelles armes, peut-être des modèles moins chers. Donc, s'il y a une opportunité d'en acheter des moins chers, pourquoi pas? Alors, la Russie peut produire de nouveaux chars, mais ne peut pas vraiment se permettre de les perdre en Ukraine. En conséquence, sa seule option restante est de fouiller dans les anciens entrepôts soviétiques disséminés à travers le pays. Tentative désespérée de réutiliser des chars anciens au combat moderne. Les analystes du renseignement en source ouverte surveillant de près ces installations depuis quelques mois. Et en juillet dernier, l'un de ces analystes, qui porte le nom de Jumpy sur X, a révélé cela. La Russie cherchait à remettre en service plusieurs chars T-72 à stocker, datant pour la plupart de la fin des années 1970, donc presque cinquantenaire. Dans une publication du 14 juillet, Jumpy a écrit « D'après les signes récents observés dans les principaux dépôts de chars comme le 349e, qui abrite des T-72A, il semble que la Russie se prépare à les remettre en service. » Il a ensuite diffusé des images satellites de ces bases, montrant les déplacements de chars au fil du temps. Il a aussi précisé que ces chars étaient pour la plupart en mauvais état, ce qui n'est pas surprenant vu leur âge, et le fait que beaucoup d'entre eux soient simplement restés au même endroit pendant plusieurs décennies, se couvrant progressivement de rouille, de poussière et de saleté. En bref, aucune grande force militaire ne voudrait volontairement utiliser des chars comme ceux-ci. Même s'ils n'étaient en train de rouiller et délabrés, ils seraient quand même totalement inadaptés à leur usage, car ils sont tellement dépassés selon les normes actuelles. Beaucoup de chars modernes surpassent tant largement le T-72A, dans tous les domaines essentiels, que ce soit en capacité, défense ou puissance de feu. Par exemple, le T-72A est équipé d'un moteur diesel de 780 chevaux, et peut atteindre une vitesse maximale d'environ 60 km/h. Rapide sur terrain favorable, il ralentit sur terrain difficile ou en marche arrière. Les chars de pointe mondiaux, comme le M1 Abrams américain, quant à eux, disposent d'un moteur de 1500 chevaux leur permettant d'atteindre des vitesses nettement plus élevées. Le T-72A ne dispose pas des transmissions et suspensions modernes des chars actuels, facilitant la traversée de terrains difficiles. Un cauchemar pour les équipages, espace exigu et système de chargement automatique mortel. Cela peut transformer tout le char en un brasier ardent, s'il est touché au bon endroit par des missiles ou des drones ennemis. Même en termes de puissance de feu, le T-72A est à des années-lumière des chars du XXIe siècle. Il lui manque des systèmes de contrôle de tir avancés, et les capacités nécessaires pour identifier rapidement les cibles ennemies, et calculer les angles de tir parfaits, afin de les atteindre avec succès et régularité. En défense, les T-72A étaient adaptés au conflit de la guerre froide, mais impuissants face aux drones kamikazes et bombes intelligentes. Ils ne disposaient pas des défenses nécessaires que l'on retrouve sur des modèles supérieurs et modernes, comme le K2 Black Panther. Ils ne possèdent aucun système de protection active, aucune protection réactive explosive, et pratiquement aucune défense contre les impacts de roquettes guidées ou les drones qui foncent directement sur leurs points les plus faibles.
Autrement dit, déployer des T-72A sur les champs de bataille actuels équivaudrait pour l'armée américaine à combattre avec des fusils à verrou de la Seconde Guerre mondiale. C'est une décision vouée à l'échec. Et quoi qu'ils fassent, il n'y a aucun moyen pour les Russes de rendre ces chars anciens prêts pour une action militaire moderne. Voici ce que montre leur désespoir. Dans une publication du 6 août, Jumpy annonce que la Russie prépare ses T-72A à entrer dans la mêlée. Et tout d'un coup, il y a beaucoup de T-72A probables garés dans les cours à l'extérieur de l'UVZ maintenant. Probablement aussi quelques T-72B du 1311e. Ils seront sûrement remis à neuf tôt ou tard. Maintenant, le UVZ, dont Jumpy parle, est l'abréviation de Uralvagonzavod, qui est l'un des plus grands complexes scientifiques et industriels de Russie, et le plus grand fabricant de chars de combat principaux au monde. Il est basé dans la ville de Nijni Tagil, au cœur du territoire russe, et à plus de 1600 km de la frontière ukrainienne. Lorsque des chars apparaissent devant Uralvagonzavod, cela signifie généralement qu'ils vont être amenés à l'usine pour des réparations, des rénovations et une éventuelle modernisation avant d'être envoyés sur le front. Le simple fait que la Russie envisage même d'envoyer des T-72A au combat est extraordinaire. Mais cela montre aussi à quel point la situation est devenue grave, car ce sont parmi les chars les plus anciens et les plus faibles restant dans la flotte. Lorsque la guerre a commencé, la Russie possédait de nombreux autres chars soviétiques dans ses entrepôts, y compris les variantes T-72B légèrement plus modernes, qui ont été fabriquées au milieu des années 1980. Et présenter plusieurs améliorations par rapport au T-72A, comme de nouveaux canons principaux, des stabilisateurs, des systèmes de conduite de tir, des systèmes de missiles guidés, un blindage défensif renforcé, et même un moteur plus puissant. Naturellement, lorsque les réserves initiales de chars de la Russie ont commencé à s'épuiser, elle s'est d'abord tournée vers des chars comme les T-72B, en récupérant ceux encore semi-utilisables, et en les envoyant à l'usine pour rénovation. Les analystes open source l'ont aussi noté, Jumpy l'a signalé fin juillet. Tout le stock de T-72B détenu par l'UVZ dans leurs installations existerait désormais. Épuisé, car les Russes ont recommencé à prendre des T-72B stockés à la 1311e base pour les remettre à neuf dans cette usine. Le stock ne tiendra sans doute pas longtemps. Ils en prennent 20 par mois, et les T-72B semblent déjà presque épuisés. Ou peut-être que les forces russes mondiales n'ont pas pu en restaurer autant qu'elles le pensaient, alors elles se tournent vers les T-72A. On estime environ 1000 chars au total, mais beaucoup sont probablement trop endommagés pour être réparés. Même ceux que la Russie réussit à rafistoler garderont les défauts qui hantent ce char depuis des générations. Comme son système de chargement automatique horrible, et le canon principal très imprécis dès que le char bouge. Les chars de première ligne les plus anciens de l'Ukraine sont les Léopard 1A5. Ils ne sont pas vraiment à la hauteur des modèles de chars les plus récents et les plus performants, comme les K2 Black Panther et les M1A2 Abrams, mais ils restent plus récents et plus puissants que les T-72A. Fabriqués dans les années 1980, ils possèdent au moins des canons stabilisés permettant de tirer précisément en mouvement sur le champ de bataille. L'Ukraine a aussi reçu plusieurs chars occidentaux puissants de ses alliés de l'OTAN, tels que les M1 Abrams américains, les Challenger 2 britanniques et les Léopard 2 allemands. Ainsi, lors de combats de chars en un contre un face aux reliques soviétiques de la Russie, l'Ukraine détient clairement l'avantage. Et les T-72A ne sont pas les seuls chars anciens que le Kremlin utilise pour renforcer sa flotte. Une analyse supplémentaire des renseignements en source ouverte a révélé que la Russie compte également beaucoup sur les T-62, qui sont encore plus anciens. Ces chars sont entrés en service dans l'armée soviétique en 1961, mais ont été jugés obsolètes et placés en réserve dans les années 1970, remplacés par les T-72 et T-80. Les spécifications techniques du T-62 sont, du point de vue russe, embarrassantes. Ils sont équipés de moteurs faibles et poussifs, de 580 chevaux, et ne peuvent atteindre qu'une vitesse maximale de seulement 50 km/h, ce qui les rend nettement plus lents que tous les principaux chars de combat modernes. Ils ne possèdent aucun des équipements avancés que l'on trouve dans les chars d'aujourd'hui, comme les télémètres laser, les viseurs thermiques et les calculateurs balistiques embarqués. Que l'on considère la mobilité,
la puissance de feu, la résistance ou la technologie tactique, le T-62 est insuffisant dans tous les domaines importants. On les considère comme très anciens et presque sans valeur selon les normes actuelles. Ainsi, quand les forces ukrainiennes en ont capturé des dizaines au début de la guerre, elles ont choisi de les transformer en véhicules de transport de troupes et de récupération. Ils ont enlevé tourelles et canons pour alléger et rendre les chars plus mobiles, puis les ont utilisés pour des missions spécialisées. Aider des chars modernes à sortir de terrains difficiles, ou participer à la construction de ponts temporaires. Pourtant, la Russie utilise toujours les T-62 pour leur fonction d'origine, à savoir des chars de combat principaux. Sans surprise, elle en perd également un grand nombre, selon les données analytiques récentes de Warspotting. Warspotting a examiné les pertes de chars de la Russie sur une période de 6 mois, de février de cette année jusqu'au début du mois d'août. Ils ont analysé les types de chars perdus chaque mois par la Russie et fait des découvertes intéressantes. Les analystes ont constaté que les pertes de chars russes ont fortement baissé en juin et juillet, avec seulement 22 et 19 pertes, par rapport au mois précédent, où jusqu'à 70 chars avaient été perdus. L'analyse révèle que la majorité des pertes russes concernent les chars T-72 suivis des T-80, et en troisième, du Humboldt T-62. Et si l'on regarde les chiffres de juillet, les T-62 étaient en fait en tête de liste, avec 6 d'entre eux confirmés comme détruits, comparé à seulement 4 T-72, 2 T-80 et 2 T-90. Les chars T-64 figurent aussi dans les observations de la guerre. Ils ont été conçus dans les années 1950 et sont entrés en production en 1963, ce qui les rend tout aussi dépassés et obsolètes que les T-62 et T-72A. On ne peut qu'imaginer l'état déplorable de certains de ces chars, rouillés et sales, avec des canons, tourelles et composants essentiels à peine fixés et difficiles à déplacer. Ce sont surtout de grands pièges mortels en métal pour les équipages malchanceux qui y montent. Même restaurés et partiellement modernisés par UVZ, ils restent très dépassés selon les normes actuelles, avec une survivabilité limitée et aucune réelle chance d'infliger des dégâts durables sur les champs de bataille d'Ukraine. En d'autres termes, ce ne sont guère plus que de la chair à canon que la Russie envoie pour sauver la face et maintenir l'illusion de puissance et de pression dans cette guerre. Les soldats chargés de conduire ces vieux engins rouillés au combat doivent sentir que leur commandant les envoie en mission suicide. Et à chaque perte de chars supplémentaire, le moral parmi les rangs russes est sûrement en chute libre et dramatique. Cette stratégie, comme tant d'autres éléments de l'invasion russe de l'Ukraine, n'est pas viable. Il n'y a qu'un nombre limité de vieux chars fatigués que la Russie peut sortir de ses entrepôts et envoyer sur les champs de bataille de Donetsk, Kharkiv et Kherson pour être détruits par les roquettes et drones ukrainiens. Ils finiront par en manquer et se retrouveront alors face à un dilemme impossible où ils devront soit tenter de gagner une guerre à grande échelle sans aucun blindé lourd, soit prendre le risque d'envoyer leurs chars les plus chers comme les T-90M et T-14 Armata, et subir de lourdes conséquences économiques lorsque certains seront inévitablement détruits. C'est une situation perdant-perdant pour Moscou, sans issue évidente. Le plan actuel ne fonctionne pas et il n'y a pas d'alternative. La Russie poursuit ses tactiques coûteuses et insensées, espérant qu'un jour tout changera. Pour l'instant, le pays dispose encore de suffisamment de recrues, qui rejoignent son armée pour maintenir la pression, même si le nombre de chars continue de diminuer. Avec environ 30 000 nouvelles recrues chaque mois, c'est suffisant pour compenser les quelques 20 000 pertes qu'elle subit sur la même période, selon Euromaidan Press. Mais à terme, le nombre de soldats volontaires et valides finira aussi par sérieusement diminuer. L'économie s'effondrera encore davantage, et toute perspective lointaine d'une victoire russe continuera de s'évanouir dans le néant. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont la machine de guerre russe fonctionne à vide dans notre récente analyse détaillée des statistiques choquantes, regardant Vladimir Poutine dans les yeux. Ou regardez notre dernière vidéo, qui examine les plans de l'Ukraine pour construire un mur de brouillage impénétrable mais invisible, capable de neutraliser instantanément des essaims entiers de drones russes. Abonnez-vous à notre chaîne d'information fiable pour rester informé sur les dernières actualités et évolutions de la guerre Russie-Ukraine et d'autres conflits majeurs dans le monde.